Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre premier webinaire de l'année. Je vais attendre un petit peu, pour voir, si les gens se connectent petit à petit parce que pour l'instant, je ne vois pas grand monde. Donc on va attendre un petit peu. Je vois 5 personnes, ça commence à monter petit à petit. Donc on va attendre, quelques minutes, avant de commencer, ce webinaire. Bonsoir, bonsoir Diaba. Bonsoir Fatou, comment vas-tu? Toujours au rendez-vous, hein. Salut Fatou. Bienvenue. Bonsoir Anna. Bonjour Bonsoir à tous Neuza, et à c'est toutes. ça? Neuza? J'espère que c'est bien, je prononce, correctement. Bonsoir Divine. Bonsoir Aïcha. Bonsoir. On va attendre encore, quelques minutes, peut-être 2-3 minutes avant que oui Fatou, c'est un plaisir partagé aussi. On va attendre un petit peu. Encore peut-être 2-3 minutes, le temps que tout le monde se connecte. Bon, ça y est, c'est la fin de la semaine, on tire, on a le week-end approche. Qu'est-ce que vous avez prévu, les filles, pour ce week-end? Quelque chose de particulier? Vraiment. Non, pas vraiment. Moi, je pense que ça va être du repos. C'est du repos, ouais. Ça a été une semaine intense, hein, je crois, pour tout le monde. Tout à fait. On est toutes les trois. On a le même plan, si j'ai bien compris, pour le week-end. Enfin, Ouais, pas pour toi, Hélène. pas pour moi. Bonsoir Jean-Noël, bonsoir. Bienvenue. Coucou Jean-Noël. Bonsoir. Bon, bah, je pense qu'on va entamer la discussion. De toute manière, je pense qu'au fur et à mesure, les personnes vont se joindre au webinaire. Donc, je vais me présenter. Je suis Hélène Mendy, ambassadrice régionale de la branche France de GTA Black Women in Tech, qui est une organisation dédiée à la valorisation des femmes noires travaillant dans le domaine de la tech. Alors, ces derniers mois, de nombreuses personnes ont rejoint notre page LinkedIn et nous tenons à vous remercier chaleureusement, pour votre intérêt et votre soutien. Votre engagement, qu'il soit récent ou de longue date, est précieux et nous motive à poursuivre cette aventure avec vous. Je vais un peu parler de GTA et ce qu'on fait. Notre mission est d'inspirer, de soutenir et de connecter le monde de la technologie afin de permettre à plus de femmes noires et de jeunes filles noires de s'épanouir et d'aider les entreprises technologiques à améliorer leurs performances grâce à la diversité et à l'inclusion. Alors, nous organisons des événements en personne et en ligne régulièrement, offrant à nos membres des opportunités de réseautage. N'hésitez pas à souscrire à notre newsletter pour l'annonce de nos prochains événements. Alors, pour notre audience, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et puis nous réserverons 15 à 20 minutes à la fin pour y répondre. Alors, dans le back-office, on a 2 personnes de GTA, 2 ambassadrices de GTA que vous ne voyez pas, qui sont Sénamé et Hilda, qui vont m'aider à réguler le chat, regarder les questions, etc. Donc, merci à elles deux d'être présentes également. Donc cette année, nous avons pris l'initiative de lancer une série de webinaires dédiés aux femmes noires qui façonnent le monde de la tech
il nous a semblé tout naturel d'aller au-delà de nos publications bi-hebdomadaires sur LinkedIn en leur donnant directement la parole, afin d'en apprendre davantage sur leur parcours et leurs ambitions et contributions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Yvonne Betsy. Bonjour Yvonne. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, que nous laisserons se présenter dans quelques instants. Et pour mener ces entrevues, j'aurai le privilège d'être accompagnée par Amédi Cécy, pardon, mon acolyte. Nous avons fait plusieurs webinaires ensemble. Donc, je vais te laisser la parole pour te présenter, Amédi. OK, d'accord. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Amédi, je suis donc la fondatrice de Draw My Futures, une entreprise où j'aide les professionnels à se reconvertir vers les métiers de la tech et du digital. Et en fait, à côté du développement de mon entreprise, eh bien, j'ai cœur à contribuer à plusieurs, associations qui ont un impact significatif dans le milieu de la tech et notamment, en participant, aux différents webinaires de GTA avec Hélène. Et donc, aujourd'hui, je serai présente, et je suis extrêmement, ravie et honorée d'être là pour, déjà écouter le parcours de Yvonne qui est extrêmement à la fois inspirant, impressionnant et très, très riche. Et je serai là pour, poser des questions sur, vraiment ses étapes dans la tech pour pouvoir, creuser, faire comme s'il y avait un reconverti qui était, sur la scène et je vais poser ces questions pour avoir encore plus, d'informations. Voilà. Donc, Amédi, ça sera plus le côté technique, vu que c'est notre experte. Et puis moi, j'essaierai de modérer, bien sûr, la discussion. Donc, Yvonne, je vais te laisser te présenter déjà en quelques minutes et ensuite, je leur poserai d'autres questions et après, on reviendra vraiment sur ton parcours en détail. Donc, si tu peux déjà te présenter en quelques mots, quelques phrases. Alors, merci déjà pour l'invitation. Je tiens à saluer le travail que vous faites. C'est un travail qui est important. Quand moi j'ai commencé ma carrière, il n'y avait pas de plateforme de ce genre. Je me suis beaucoup référée à des éléments, des informations que je trouvais plutôt aux États-Unis. Donc, c'est très bien ce que vous faites et c'est pour ça effectivement que je n'ai pas hésité à participer à accepter cette invitation. Donc, merci beaucoup. Donc, je m'appelle Yvonne Betty. Je suis ingénieure informatique de formation, ingénieure études et développement précisément. Je suis diplômée en France et aux États-Unis. J'ai fait mes études dans les deux pays. Ça fait un peu plus de 14 ans que je travaille dans le secteur de la technologie et plus précisément appliqué au monde bancaire. Donc, j'ai fait l'essentiel de ma carrière juste ici, et lié au monde bancaire. Je suis actuellement donc senior manager chez KPMG France et auparavant, j'ai travaillé dans d'autres grands groupes bancaires à apporter des solutions techniques à des problématiques fonctionnelles et à plusieurs niveaux dans plusieurs positions, plusieurs postes. D'abord en tant qu'ingénieur études et développement, donc développeur, puis chef de projet IT, chef de projet technique, responsable d'équipe, auditeur à l'inspection générale, auditeur de systèmes d'information. Et là, depuis un peu plus d'un an et demi, je suis senior manager chez KPMG et mon travail au sein de KPMG est d'accompagner des clients dans le secteur bancaire dans leurs projets de transformation de systèmes d'information. Voilà un peu en quelques mots, première introduction. Voilà. On va revenir un peu sur ton parcours. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a fait entrer dans la tech? Quels ont été ta première rencontre avec la technologie, avec le numérique? Et voilà, tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Alors, ce que je peux dire, c'est que mon père est informaticien. Donc, mon père est informaticien, data manager. Il a beaucoup travaillé dans le domaine de la donnée. Donc, mon exposition à l'informatique vient principalement de là. C'est vraiment ça. J'aimais bien l'écouter parler de son travail. Et ce qui m'a plu, en fait, dans l'ingénierie, au moment où en terminale ou un peu avant, on s'interroge sur qu'est-ce qu'on va faire après, moi, ça m'intéressait l'ingénierie informatique parce que justement, ce que je voyais chez mon père, c'est qu'avec l'informatique et par ailleurs aussi parce qu'en grandissant, j'avais d'autres sources d'informations, que ce soit en orientation à l'école, etc.
que l'informatique permet de créer en fait finalement une sorte d'humain augmenté. Je voyais l'informatique comme un moyen d'aider les personnes à se décharger de certaines tâches pour passer à un niveau supérieur au niveau de la réflexion, de la stratégie, s'appuyer vraiment sur les machines pour avancer sur des choses, des tâches automatiques, des tâches à faible valeur ajoutée, pour se concentrer sur des choses beaucoup plus élaborées. Donc c'est ça qui m'a vraiment intéressée dans le métier d'ingénieur et en particulier dans l'informatique. La deuxième chose, c'était aussi d'apporter un service, d'aider les gens au quotidien parce que quand on a des tâches répétitives, des tâches à faible valeur ajoutée, c'est pas intéressant. Et ça, c'est aussi un fil rouge de ma carrière. Je n'ai pas voulu travailler pour GitLab ou pour GitHub, enfin vraiment des entreprises qui sont là pour travailler sur le socle un peu technique qui permet aux développeurs de développer des applications fonctionnelles pour des utilisateurs. Il était important pour moi d'être directement proche d'utilisateurs finaux pour leur apporter une solution, pour apporter des solutions à leurs problèmes. Et ça, c'est vraiment le fil rouge de mon positionnement dans la tech, c'est vraiment s'appuyer sur la tech pour avancer ou travailler sur des sujets beaucoup plus stratégiques. Voilà. D'accord, ok, très bien. Alors, donc, on va parler un peu de ta trajectoire professionnelle, d'accord? Et si, en fait, tes choix ont été guidés, si tu as eu des étapes clés qui ont marqué ta carrière, s'il y a eu une stratégie par rapport à ta carrière professionnelle. Donc, est-ce que tu peux élaborer un peu plus à ce niveau-là? Alors, j'ai eu une stratégie. Bon, déjà, la première, au cours de ma formation, c'était déjà d'avoir une formation solide, donc de choisir les meilleures écoles au niveau de ma formation. La première étape clé, c'est que j'ai eu une bourse d'études, en fait, en terminale. Donc, il y a des écoles françaises qui venaient au Cameroun, parce que je suis originaire du Cameroun, pour, en fait, recruter, chercher des élèves. Donc, moi, j'ai passé des concours. Et suite à ça, donc, j'ai eu de bons résultats et puis j'ai eu une bourse. Et sans en avoir fait la demande, j'ai eu cette bourse. On m'a annoncé que j'avais de bons résultats et que j'avais une bourse. Je me souviens toujours de quand je l'ai annoncé à ma mère, elle était vraiment. On était toutes vraiment étonnées de ça et ça va expliquer. Je reparlerai de ça un peu plus tard par rapport à ce que je fais via African Art Everywhere, qui est aussi une partie importante on va dire, de ma vision globale euh, par rapport à ce que je veux apporter, que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue communauté, on va dire rendre à la communauté ce qu'elle m'a donné. Parce que du coup, j'ai eu cette bourse-là pour faire mes études en France. Et étant en France, j'avais aussi la démarche, mon école permettait de faire des semestres à l'étranger. Donc j'ai choisi les États-Unis parce que les meilleures écoles dans les classements mondiaux sont aux États-Unis. Donc, j'ai été prise dans 2 écoles. Donc, j'ai fait ma 4e année dans une école polytechnique à côté de New York. Et puis, j'ai fait un Master of Science à la Georgia Institute of Technology, qui à l'époque était la 5e en ingénierie. Donc, je me suis dit, ma stratégie déjà, c'est d'avoir un CV en béton, un CV qui donne envie. Les gens se disent, oui, là, il y a vraiment un parcours, c'est solide, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans le choix de mon évolution de carrière, je me suis dit, bon, je souhaite commencer en tant qu'ingénieur études et développement. C'est ma formation et j'ai choisi cette formation pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Donc, j'ai dit, je voudrais commencer comme ingénieur études et développement, pas tout de suite chef de projet technique. Je veux vraiment déjà faire le métier, faire le job, parce que ensuite, en tant que chef de projet, j'aurai une meilleure compréhension du quotidien des développeurs et l'ayant été. Donc, j'ai vraiment adopté cette stratégie-là de commencer comme ingénieur études et développement. Donc, j'ai commencé à Dexia, puis après, je suis allée à la Société Générale. Et deuxième chose aussi dans ma stratégie, c'est que j'aurais pu commencer dans le monde de l'industrie. J'avais l'industrie, la finance, j'avais plusieurs possibilités. Et j'ai choisi la finance aussi parce que c'est un domaine fonctionnel qui a des aspects assez complexes. Et donc, c'était important pour moi de rester sur des sujets toujours un peu complexes, un peu challenging pour le côté, le challenge intellectuel. Donc, j'ai dit, je vais aller en finance, j'ai pas un master en finance, mais c'est pas grave. Donc, j'ai acheté les bouquins associés parce que je travaille avec des asset managers. Donc, il fallait comprendre leur métier pour leur apporter des solutions. C'est ça que je trouve bien aussi avec la tech. C'est que, en tout cas dans ma vision, c'est qu'on apporte des solutions à un métier. Il faut comprendre le métier pour apporter des solutions les plus adaptées.
Je Donc, suis c'est comme tout ça à que fait j'ai d'accord avec toi par rapport à voilà. ça. Ouais, en tant que chef de projet, moi je suis chef de projet dans la SIRH. Le fait que j'ai un background en RH, hein, ça m'aide beaucoup à comprendre tout ce qui est fonctionnel, etc. De comprendre un peu aussi la façon dont les gens fonctionnent, etc. Donc c'est vrai que c'est très important d'allier plusieurs compétences en fait. Ouais, Exactement, parce qu'après, c'est ça qui fait la différence. Quand on ouais, voit quelqu'un qui maîtrise le domaine fonctionnel, l'ajout, l'apport, il est beaucoup plus précis, plus incisif. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est déjà un challenge de se dire, OK, je ne connais pas ce secteur, le secteur A, le secteur B. Il faut que je maîtrise déjà les grands enjeux. Et ensuite, comment je fais pour justement apporter des solutions. Et ma valeur ajoutée, elle est là, elle est dans le fait que je maîtrise la tech, c'est mon domaine, mon cœur de métier, de formation. Et à côté ouais, de ça, je comprends aussi les problèmes, les problématiques auxquelles ils font face. Donc, c'était ça. Je commence ingénieur études et développement dans différentes équipes et après, j'ai évolué vers de l'encadrement d'équipes. Donc, j'ai eu ma première équipe. C'était une équipe de 13 personnes. Donc, je me rappelle toujours, j'avais 27 ans. 13 personnes. Et dans cette équipe, donc, il y avait des profils variés, DBA, donc Database Administrator. Il y avait également des développeurs, des ingénieurs développeurs comme moi. Il y avait des business analysts. Il y avait des analystes de tests. Et donc, avec cette équipe-là, j'ai également recruté, j'ai travaillé au recrutement. Déjà, il fallait délivrer ce qui était attendu. Donc, nous travaillons sur des moteurs de calcul de risque de crédit. Donc, mm, c'est un sujet aussi que j'ai appris d'un point de vue fonctionnel, que j'ai découvert, j'ai appris et j'ai maîtrisé. Donc, j'ai évolué comme ça en encadrement d'équipe et au fur et à mesure, mon équipe grandissait et en même temps, j'avais des challenges techniques. Donc, j'étais toujours sur un domaine technique où finalement, on devait faire évoluer notre écosystème pour s'adapter aux demandes croissantes des besoins métiers, des volumétries importantes. C'était un peu l'explosion du big data. On voyait aussi même que opérationnellement, nos systèmes étaient dépassés. Donc, il fallait aussi migrer vers ces nouvelles architectures, vers ces nouvelles façons de traiter les données. Donc, ouais, j'ai eu le challenge de faire d'accompagner les équipes vers cette migration et justement de rester toujours, voilà, aspect fonctionnel, aspect technique, encadrement d'équipe, recrutement, suivi. Donc, j'ai vraiment pas mal grandi avec cette expérience-là. Euh, à la Yvonne, fin de excuse. mon parcours, j'avais à peu près 30 personnes dans l'équipe. Et après, j'ai souhaité ensuite évoluer vers d'autres types de postes. Donc, j'ai commencé à regarder un peu au niveau de la mobilité, qu'est-ce que je pouvais faire après, parce que ça faisait 5 ans que j'étais sur ce périmètre-là. Moi, je suis une nomade, donc j'ai fait mes études déjà en France, aux États-Unis, je suis revenue en France, et voilà, j'aime bien en fait changer aussi de périmètre et de mission. Donc, au bout de ce temps-là, je me suis dit, qu'est-ce que j'avais des aspirations, je voulais avoir des périmètres un peu plus grands et j'ai échangé avec des personnes qui m'ont parlé de l'inspection générale, qui était un bon tremplin pour occuper des postes, la typologie de postes que je souhaitais avoir. Donc, d'accord, j'ai rejoint l'inspection générale en spécialisation IT. Donc, mon rôle était d'auditer des systèmes, des DSI, des directions des systèmes d'information pour justement identifier les zones de risque dans leur process, donc process de production, process de cybersécurité, process de développement logiciel, process de gestion des risques, processus de gouvernance, identifier les risques sur l'ensemble de ces process et proposer des recommandations pour les adresser. Donc, je d'accord. trouvais aussi que l'expérience, au-delà de s'appuyer sur cette expérience pour d'autres postes, déjà pour moi, même en termes de challenge, encore une fois, vous comprendrez que j'aime bien le challenge. Ouais, Voilà, parce que les missions d'inspection générale, c'est 3 mois. Il faut comprendre les domaines fonctionnels qui est adressé par la DSI. Il faut comprendre beaucoup de choses en très peu de temps. Et il est vraiment et être percutant dans les recommandations parce que si on ne comprend pas, on ne peut pas faire des constats et des recommandations qui permettent vraiment aux gens d'améliorer leur système. mm, Donc, ça a été une école extrêmement riche, extrêmement intéressante, extrêmement exigeante aussi
puisque j'ai fait l'inspection, j'avais une petite de quelques mois et beaucoup pariaient sur le fait que je n'allais pas y arriver. C'est triste, hein, en entreprise, les gens vont faire des paris, on ne contrôle pas ce que les gens pensent. Moi, je savais pourquoi j'étais là, donc ça s'est très bien passé. Néanmoins, suite à ça, je me suis dit, en fait, en tant qu'auditeur, la posture que j'ai vis-à-vis des audités ne me permet pas d'établir des relations durables ou en tout cas d'être vraiment dans l'accompagnement ou dans le côté humain augmenté dont je parlais, parce qu'il y a quand même le truc c'est les inspecteurs, ils sont là pour nous dire ce qu'on fait mal, on leur donne le moins d'informations possible, ils sont exigeants, ils nous donnent trop de choses en peu de temps. Bref, il y a vraiment une image de l'inspecteur comme inspecteur de police. Hein, L'inspecteur des impôts aussi, c'est la même chose. Hein, voilà. Déjà, le mot inspecteur, voilà, les gens, ils ne sont pas dans un mindset de collaboration. Oui, voilà. Exactement. Donc, en fait, je pense que pour m'appuyer vraiment sur tout ce que j'ai fait durant cette période et tout ce que j'ai acquis, j'ai pu construire jusque-là, je voudrais m'orienter vers le conseil, qui me permet plusieurs choses, qui me permet de mettre à profit ce savoir-là auprès de d'autres clients, qui me permet d'être vraiment aussi dans une posture de conseil et d'accompagnement à côté du client, pas en face du client ou contre le client, mais à côté pour justement level up. Et c'est comme ça donc que j'ai rejoint KPMG en conseil depuis maintenant 1 an et demi et j'accompagne des clients dans leur projet de transformation de système d'information. Voilà un peu pour la trajectoire. Voilà. La trajectoire et la stratégie, etc. Donc, Amédi, j'aimerais là que tu puisses intervenir pour nous parler en fait. Elle a eu on va dire, deux parcours dans sa vie, on va dire plus ou moins dans sa carrière professionnelle. Est-ce que tu peux justement parler des métiers que Yvonne a exercés, mais aussi de quand elle a été chef de projet, des autres métiers, des personnes qui l'entouraient aussi, pour nous donner quelques informations à ce propos aussi. Tout à fait. Donc déjà, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton parcours, Yvonne, c'est que tu mettes vraiment sur presque le même pied d'égalité l'importance de s'intéresser au métier. Tu as utilisé plusieurs fois le mot métier. Quand on parle de métier, on parle finalement de vraiment le sujet sur lequel l'entreprise va développer son activité. Et en fait, il y a les équipes techniques qui vont construire, donc dans l'équipe technique, il y a Yvonne, et il y a tout ce qui est fonctionnel. Les chefs de projet, on va réfléchir à tout ce qui est les objectifs de l'entreprise, très concrètement ce qu'on va faire, quelles vont être les interfaces, tout cela. Et j'ai bien aimé comment tu expliquais l'importance de s'intéresser au sujet de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce qu'en fait, ce que j'aimerais que tu expliques, c'est est-ce que, par exemple, quand tu as voulu travailler dans le monde de la banque, est-ce que c'est avant les entretiens que tu as commencé à te former? Est-ce que tu as quand même postulé et puis tu as appris sur le terrain? Parce que finalement, ça, c'est quelque chose qui se retrouve dans plusieurs de tes expériences. Alors, ma première expérience, en tout cas, quand je me suis dit, OK, j'ai eu des propositions et j'ai dit, je vais travailler dans le secteur de la banque, j'ai commencé à me former moi-même. Et ça, c'est un point clé que je voudrais partager avec l'auditoire aujourd'hui. C'est important de rester ouvert et de se former à la fois sur soi-même pour se développer soi et sur les sujets d'actualité ou les sujets qui nous intéressent. Dans la stratégie tout à l'heure, ce que je n'ai pas évoqué de façon formelle, c'est que il est important de réfléchir à ce qu'on veut soi d'abord, puis après, une fois qu'on est clair sur ce qu'on veut, on se donne les moyens. Donc, quand j'ai voulu travailler dans le secteur financier, je me suis formée parce que je me disais, si un autre candidat arrive avec un background technique comme moi, ce qui va faire la différence en entretien notamment, parce que je pense que quand on démarre sa carrière, les recruteurs savent, hein, le junior et le senior, quand même, les attentes ne sont pas les mêmes. Ce qu'on veut voir chez un junior, c'est déjà tu as une base technique qui permet de faire le travail et tu as une appétence, tu montres que tu as la volonté, l'intérêt de te développer, d'apprendre et donc tu te prépares en amont en entretien sur des questions qu'on pourrait te poser. Donc si c'est pour travailler dans le monde de la partie un peu investissement, banque d'investissement, il faut connaître quand même un minimum d'éléments, les actions, les obligations,
les swaps, les forwards. Enfin, il faut se former sur ces termes de métier-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Donc, comment tu as fait? T'as fait des recherches, non, tu as dit que tu avais lu des livres, tu faisais des recherches sur exactement. internet? Je suis quelqu'un qui passe beaucoup par les livres. OK, Aujourd'hui, il y a les vidéos, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de moyens de se former. On ne peut plus dire qu'on n'a pas, j'arrive pas à voir, c'est malhonnête. Il y a tous les livres, les vidéos, les personnes qui vulgarisent très, très bien. Vraiment, il y a de la matière aujourd'hui. Donc, moi, je suis plutôt passée par les livres pour apprendre. Ça a un côté un peu scolaire, mais je trouve que les gens qui écrivent, écrire nécessite de structurer très fortement sa pensée et on prend le temps. Alors qu'aujourd'hui, attention enfin, aux vidéos où vraiment c'est le titre pour cliquer, des vidéos courtes, on ne va pas au fond des sujets. Donc moi, j'ai quand même encore une grosse préférence pour les livres pour ça. Donc je me suis formée comme ça. Et après, au fur et à mesure, donc j'ai démarré dans une banque. Donc ça permet déjà d'avoir l'expérience, de se dire, OK, on a déjà une sorte de tag, OK, on a démarré dans la banque. Puis mon expérience d'après, c'était pour travailler auprès d'asset manager. Donc j'ai préparé mes entretiens avec des ressources, pas uniquement du coup livresques. S'il y a aussi Internet, j'ai pas commencé à travailler avant Internet. Donc il y avait toujours Internet, Google pour faire des recherches. Mais je complétais avec des notions, voilà, les taux d'actualisation, on monte les formules, etc. Dans les livres, je préférais travailler de cette façon-là. Donc, d'accord. pour évoluer dans ce secteur, déjà, c'était ma volonté, c'était ce que je voulais. Donc, c'est pour ça que je dis la base, c'est qu'est-ce qu'on veut. Toujours prendre le temps de définir ce qu'on veut. Une fois qu'on sait ce qu'on veut, on s'en donne les moyens. C'est ça. Après, tout au long de mon parcours, je ne dis pas que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et la vie n'est pas juste. Donc, malgré toute cette volonté de bien faire ou tout le background nécessaire ou tout ce qu'il faut, on peut quand même être confronté, on travaille avec des personnes et donc on peut être confronté à des difficultés, hein, ça arrive. Pour autant, ce qui permet de tenir contre vents et marées, c'est de savoir ce qu'on veut, c'est de se connaître soi-même. Donc ça, c'est vraiment un élément clé. Ce que je retiens, qui est très important, c'est vraiment de se dire qu'il y a à la fois le métier technique, mais il y a aussi le domaine dans lequel on va exercer ce métier-là. Donc, il vaut mieux choisir des domaines qui nous intéressent parce qu'il y a tout le travail d'acculturation, des termes techniques, du métier à apprendre. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se débarquer lors des entretiens face aux autres personnes qui sont techniques. Ensuite, dans ton expérience en tant que chef de projet, tu as mentionné les différents types de métiers que tu as encadrés. Tu as parlé donc de DBA, de BA, de business analyst, de développeur aussi. Est-ce que tu Oui. pourrais nous dire, c'était quoi enfin, quel était leur rôle? Par exemple, le DBA, le BA, enfin toutes les personnes qui travaillaient autour de toi? Alors, au niveau de mon équipe, j'avais donc des administrateurs de bases de données, Ouais, des développeurs, des business analysts, des chefs de projet aussi, parce que plus le périmètre augmentait, plus j'ai lâché ma casquette de chef de projet pour être plus en encadrement d'équipe, où j'avais donc un comité restreint, on va dire, de personnes avec lesquelles je travaillais qui pilotaient directement les personnes en dessous. Donc, le développeur, c'est la personne qui va développer, comme son nom l'indique, sachant qu'il faut qu'il comprenne, encore une fois, de quoi il s'agit. Donc, c'est lui qui va implémenter, apporter la solution technique à une problématique fonctionnelle. La problématique fonctionnelle, elle est portée par le business analyst. Le business analyst, il va faire le lien entre les utilisateurs finaux et le développeur pour expliquer, OK, l'utilisateur demande ça, il cadre bien le besoin avec l'utilisateur. Tu veux que l'application permette de calculer dans tel délai, etc., etc. Sous ce format, on veut des résultats de ce type-là dans une table qui me permet d'avoir telles informations. Donc, le business analyst va traduire le langage du métier en un langage informatique que le développeur pourra comprendre. Une première approche en tout cas. Ensuite, le développeur, il va traduire ce que le business analyst lui a partagé en termes vraiment techniques. OK, tu m'as dit que tu avais besoin de visualiser sur un écran telle information. Alors, ces informations seront dans une table qui sera structurée de cette façon. On pourra faire des requêtes pour avoir des informations, la donnée que l'utilisateur veut sur tel ou tel aspect de cette façon. Voilà, donc, et les données vont échanger. Enfin, il y aura comment dire, le résultat final demandé, si c'est un calcul justement, va se séquencer de cette façon. Techniquement, le meilleur moyen de le faire, c'est d'utiliser, je ne sais pas, un bus de message qui va transmettre, pardon,
qui va transmettre les différentes informations de cette façon via une architecture de ce type, etc. Donc ça, c'est vraiment le développeur qui va transposer les informations qu'il a reçues du business analyst en réalité technique opérationnelle et les développer concrètement. Ensuite, il fait des tests unitaires, des tests déjà à son niveau pour voir que tout se passe bien, des tests un peu d'intégration pour voir que, OK, j'ai ce jeu de données-là qui est préparé par le business analyst. Parce que dans le même temps, le business analyst, lui, il doit s'assurer que ce qu'il va présenter à l'utilisateur correspond à ce que l'utilisateur lui a demandé. Et donc, pour ça, il doit préparer des tests, des jeux de tests, des jeux de données qui vont lui permettre de confirmer que les résultats attendus sont bien les bons. Donc, lui, il prépare son jeu de test, ils échangent, le développeur, le business analyst, ils se partagent même les jeux de données, c'est plus efficace. Et donc, ils font des tests à différents niveaux. Le développeur en fait, le business analyst en fait, et pour que, au niveau des utilisateurs, il y ait le moins d'anomalies possible. Voilà. Donc, ça, c'est pour développeur, business analyst. L'administrateur de base de données, donc nous, c'était la problématique de nos applications, c'était de traiter énormément de données, gros volume de données. Et donc, l'administrateur de base de données va nous aider à optimiser notre base, à faire en sorte que les temps de réponse soient bons, aider aussi les développeurs à à faire le découpage des modèles de données de façon optimale pour que la base réponde dans de bons délais, qu'il n'y ait pas d'interruption. Il est aussi en charge de tout ce qui est un peu la maintenance de la base, s'assurer que voilà, ça reste fluide, qu'il n'y ait pas des requêtes qui traînent ou qui dégradent les performances. Donc, il faut vraiment soigner la base, il faut vider les données qui ne sont plus, archiver les données qui ne sont plus utilisées. Donc, lui, il est vraiment sur, on va dire, le gardien de la donnée et le gardien de la bonne circulation de la donnée dans les bases de données. Donc, voilà un peu. Et les chefs de projet, bon, c'est les orchestrateurs. C'est un peu comme, il faut les voir comme les chefs d'orchestre. Ils font travailler tout le monde selon un planning, un budget et un périmètre défini. Et les analyses de tests, dans mon équipe, on avait aussi des gens sur les tests, donc qui accompagnaient les business analysts pour renforcer la partie test parce qu'il était important pour nous que nos résultats ne soient pas faux. Donc, on devait garantir limite le zéro erreur, zéro anomalie en production. Et donc, c'est un peu les résultats qu'on obtenait à l'époque grâce à une chaîne informatique, à une automatisation d'un ensemble de tests, grâce à une architecture aussi. Je n'ai pas parlé des architectes parce que généralement, dans les grandes boîtes, il y a une cellule architecture. Donc, on peut avoir des architectes qui sont détachés sur nos projets ou on peut avoir aussi, à l'époque, on avait des profils un peu concepteurs informatiques. J'ai joué ce rôle-là pendant un moment. C'est des personnes qui font le relais entre les demandes d'architecture en termes de comment on va construire notre système d'information, comment on va organiser les données et quelles sont les méthodologies de travail qu'on prône pour bien développer. Il faut s'appuyer, on parle notamment de BDD, de DDD, enfin toutes ces méthodologies de développement-là. C'est eux qui définissent un peu la bonne parole et puis les développeurs s'alimentent de ça pour s'assurer de coder avec les bons designs. Donc c'est un peu tous ces profils-là qui gravitaient autour de, voilà, avec lesquels j'ai travaillé. Il y a aussi des managers IT. Le manager, c'est pas quelqu'un qui va orchestrer tout ce que j'ai décrit, mais c'est quelqu'un qui s'assure que nous, responsables d'équipe, nous avons les moyens de mener à bien notre mission. Donc, c'est plus l'aspect pilotage, OK, au global, sur le budget, on est bon. Là, on a une alerte avec telle équipe qui ne nous fournit pas les bonnes données. Voilà, c'était plus des sujets comme ça. Okay. Et puis des sujets aussi de développement professionnel, plus RH, de développement de carrière qu'on voyait avec eux. Donc voilà un peu, je ne sais pas si ça clarifie. Ouais, on se rend compte qu'il y a beaucoup de professionnels différents sur un projet. Et peut-être, j'ai encore 2 questions, Hélène, je ne sais pas si je... On va une question, et puis après on va passer à autre chose. Okay. Une question, ouais. Okay. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de projet? Parce que comme tu as dit qu'il y avait plusieurs chefs de projet, je me rends compte que le projet a aussi évolué, il a grossi. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de projet concret dans lequel eh bien, ces différentes personnes sont intervenues pour pouvoir répondre à une demande? Alors, sans donner, je ne peux pas donner beaucoup de détails par rapport à s'il y a des aspects un peu de confidentialité par rapport
les employeurs à ce que j'ai fait précisément. Mais ce que je peux dire de façon générale, c'est qu'un exemple de projet, c'est que nous avions par exemple à intégrer un nouveau moteur de calcul. Donc il y a une nouvelle réglementation qui est sortie au niveau de la BCE. Et donc nous devions intégrer un nouveau moteur de calcul à notre écosystème. Et les particularités de ce moteur de calcul, c'était il y avait beaucoup plus de données à manipuler parce qu'il y avait différents scénarios à projeter pour que les métiers puissent prendre une décision par rapport au capital à allouer sur le volet risque. Donc, ça, c'est un exemple. J'essaye d'être concrète sans donner trop d'éléments, mais nous devions développer ce nouveau moteur-là et forcément, donc, ça amène déjà à définir le besoin avec les utilisateurs. OK, de quelles données on aura besoin, dans quelle timeline, quelle est la durée de calcul maximale, quels sont les indicateurs qui seront calculés à l'issue de ça. Et parce que ça nous forçait aussi, en termes de besoins, à regarder notre architecture et nous dire, est-ce qu'aujourd'hui, on pourra supporter, en termes de volumétrie, les nouvelles volumétries qu'apporte la mise en œuvre de ce moteur de calcul. Donc, c'est là que petit à petit, on a aussi évolué vers, OK, en fait, on doit migrer notre infrastructure parce que ce moteur-là, ce n'est que le début d'un grossissement voilà. Les données vont augmenter de plus en plus. Et donc, ça a été un projet assez marquant qui nous a fait travailler de façon soutenue et c'était très intéressant, très challengeant. Voilà. Donc en résumé, c'est que vous êtes dans le monde de la banque, il y a une nouvelle réglementation extérieure qui impose des changements à l'intérieur du monde bancaire. Vous êtes l'équipe technique, vous devez tout changer, ou du moins changer beaucoup de choses, parce qu'en fait, il y a un impact sur beaucoup plus de données à traiter et il faut faire des petites modifications à l'intérieur pour que ça fonctionne en respectant la nouvelle réglementation. Et vous avez tout fait pour que ça fonctionne et ça a eu plusieurs impacts et aussi pour l'avenir de l'équipe et des projets. Exactement, c'est ça. Et c'est finalement les sujets sur lesquels je travaille aussi avec des clients. Globalement, en termes de mécanique, c'est souvent la même, c'est-à-dire on a une réglementation qui sort, que ce soit d'un point de vue finance, d'un point de vue risque, d'un point de vue fiscalité, où on demande aux entreprises de reporter un ensemble de données, d'un point de vue ESG aussi, la CSRD, de reporter un ensemble de données. Et nous, mon rôle en tout cas, c'est de m'assurer qu'il y ait une bonne compréhension de qu'est-ce qu'on nous demande de faire, est-ce que tout le monde a compris, est-ce que c'est clair, que les développeurs le traduisent correctement au niveau des systèmes et développent, que les tests soient faits et s'assurer qu'en termes de delivery, tout se passe pour le mieux, les données sont bonnes et délivrées dans les reporting produits dans les délais. Donc, c'est un peu la même mécanique en fait, que ce soit dans les risques ou voilà, en différents domaines qui sont soumis à beaucoup de réglementations et les banques sont soumises à de nombreuses réglementations par la nature de leurs activités. Alors, merci beaucoup Yvonne pour cette partie de ton parcours, vraiment très intéressant. Et ce que j'aimais, c'est que vous avez pu expliquer toutes les deux avec des termes vraiment très familiers. Donc, moi qui ne suis même pas du domaine de la banque, bon, je connais un tout petit peu parce que j'ai travaillé un petit peu pour des investment management, des compagnies d'investment management, donc je comprends un petit peu, mais je trouve que c'était très bien expliqué et que vous avez vraiment réussi à vulgariser les termes pour que je pense que notre audience puisse comprendre exactement de quoi il s'agit. Donc là, on va passer un petit peu à une partie qui est un peu plus personnelle, on va dire entre parenthèses. Et donc là, je vais te demander en tant que femme noire, quels ont été tes obstacles est-ce qu'il y a eu des obstacles qui ont été bien spécifiques et comment tu as réussi à les surmonter? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de la dimension humaine, bien sûr, du parcours professionnel. Bien sûr, tu as ta partie stratégique, toi, où tu veux aller, mais c'est jamais aussi précis, c'est jamais comme on l'imagine. Donc, est-ce que tu peux élaborer un peu plus à ce sujet? Alors, je dirais qu'en tant que femme noire, je n'ai pas eu frontalement, parce que je pense que toute la nuance, elle est là. Hein? Exactement. Je n'ai pas eu quelqu'un qui me dise, bon, tu es une femme noire, tu ne vas pas y arriver. Donc, je n'ai pas eu d'éléments de ce type-là. Et surtout, en réalité, je ne me suis jamais
demander est-ce que le fait d'être une femme noire va être une problématique. C'est-à-dire Ouais. dans la stratégie que j'ai expliquée tout à l'heure, mon sujet c'était voilà, qu'est-ce qui m'intéresse, dans quoi je veux travailler et quels sont les postes que je voudrais occuper et pourquoi. Euh, voilà, c'était ça que j'avais en ligne de mire. Et durant ma carrière, non, je n'ai pas rencontré, comme je disais, quelqu'un qui frontalement me dit tu n'iras nulle part parce que. En revanche, je pouvais quand même constater qu'en entreprise, en tout cas celle où j'ai été, quand je regardais au niveau de la pyramide et que je cherchais des femmes noires au-dessus, comment dire, elles sont quand même extrêmement rares. Il n'y en a pas beaucoup. Que ce soit dans déjà le monde de la tech, en école d'ingénieur, même déjà en terminale, ES, enfin les filières scientifiques, l'entonnoir commence ça se réduit de plus en plus. Mais comme je disais tantôt, je pense que je vais profiter pour, enfin, j'ai déjà dit à mes parents, mais merci à mon père. Mon père a été un allié, les hommes sont des alliés, mon père a été un allié. C'est quelqu'un et il est toujours d'ailleurs, c'est quelqu'un qui nous a toujours montré que il faut bosser et vous arriverez là où vous souhaitez. Et il ne nous a jamais limités, en fait. Il nous a toujours ouvrez le champ des possibles. Moi, je serai là pour vous soutenir. Vous avez votre place partout où vous le souhaitez. Donc, j'avais déjà ce mindset-là de ne pas me dire je pars avec une épine dans le pied, en fait. Et je me le dis toujours aujourd'hui. Après, en réalité, on ne connaît pas les agendas ou les perceptions des uns et des autres. Je veux dire, ça leur appartient. Quelquefois, on peut être en contradiction, pas frontalement sur le fait d'être noir, mais plus sur des sujets de moi, je voudrais arriver là et la personne n'est pas en phase pour des raisons qui ne sont pas claires. Parce qu'on peut y avoir des raisons, on peut expliquer de la critique constructive, il faut développer ça. Ça, je l'entends. Mais si les raisons sont inaudibles pour moi, ne sont pas factuelles, là, il y a un problème. Donc, ma posture vis-à-vis de ça, c'est voilà, il faut savoir où on veut aller. Il ne faut pas se dire d'emblée que ce sera un frein. Il ne faut pas se dire pour autant aussi que toutes les portes seront automatiquement ouvertes. Voilà, ce sera un combat à mener, mais on va au combat, entre guillemets, quand on sait aussi où on veut aller ou qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, je reviens toujours au pilier. Il faut toujours avoir un ancrage par rapport à ce qu'on veut faire et où on va aller. Donc, le fait d'être femme noire ne m'a pas... comme j'ai dit, il y a des constats. Néanmoins, il faut avoir la volonté et la perspective. Il ne faut pas se fermer les horizons parce que, bon, je suis sûre qu'on va me bloquer à un moment donné de ma carrière, j'aurai le plafond de verre, etc. Il y a peut-être un plafond de verre qui existe, parce qu'actuellement, quand on regarde la pyramide, on voit que les postes à responsabilité, elles n'y sont pas. Donc ça, c'est factuel. Ce n'est pas une histoire de couleur de peau ou autre. C'est factuel. Femme noire, femme blanche, femme tout court. Voilà, on a ces enjeux-là. Mais moi, je dis toujours, faut garder en tête sa trajectoire et au fur et à mesure du chemin, on trouve toujours des gens pour nous porter, en fait. Il y a beaucoup plus de gens qui vont nous amener là où on veut aller que de gens qui vont nous ralentir. Et je dis toujours aussi que si on n'arrive pas à changer le système, on change le système. Parfois, il n'est pas utile de dépenser énormément d'énergie pour rester dans un écosystème où on sent que ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut avoir la lucidité aussi d'arrêter de se battre, parce que peu de gens avoueront les vraies raisons. Peu de gens les donneront de façon assertive et claire. Donc, on ne va pas faire la thérapie, on va pas essayer de chercher à comprendre, c'est un peu un terrain miné, c'est plutôt ok, je crois que là j'ai épuisé, je suis allée au maximum de tout ce que je pouvais faire, trouver des solutions, je vais changer de système et je vais aller chercher la même chose ailleurs, tout simplement. Voilà. Ouais. Alors moi j'ai une autre question, tu as une forte confiance en toi et en tes compétences, une habilité à comment dire ça, dépasser les obstacles, etc. Est-ce que, je sais pas, dans ta carrière, tu as eu le fameux syndrome de l'imposteur? Est-ce que ça t'est arrivé? Parce que là, tout ce qu'on voit, c'est que voilà, tu as vraiment réussi à avancer de façon, on va dire, plus ou moins sereine. Donc, est-ce qu'il y a des moments où tu as eu des doutes, où tu as eu ce syndrome de l'imposteur? Oui, il y a eu, oui. Il y a eu ces moments-là. Notamment, là, j'ai parlé du moment où je me suis retrouvée avec cette équipe de 13 personnes. Je me suis dit, bon, comment je vais ma légitimité? J'ai 27 ans, il y en a qui ont 40. Bon, comment ça va se passer?
Et en réalité, pareil, là, je me replie toujours sur sur les contenus, sur les livres, les articles, parce que je me dis toujours, je ne suis pas la première ni la dernière. D'autres personnes ont dû expérimenter ça et je vais chercher comment les autres ont fait, comment les autres ont fait pour y arriver. Et du coup, j'ai appris, enfin, j'ai pas mal lu sur le syndrome de l'imposteur et finalement, le Ouais. syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est parce qu'on sait qu'on l'a, qu'on a ce syndrome. Le syndrome de l'imposteur, c'est regarder du côté de ce qu'on ne sait pas et négliger ce qu'on sait déjà. Ouais. Parce qu'on sait déjà des choses, on connaît l'étendue de tout ce qu'on ne sait pas. Donc, Mm. on a tendance à regarder de ce côté-là au lieu de s'appuyer déjà. Donc, c'est une affaire de regard, le syndrome de l'imposteur. C'est je suis focusée sur ce que je ne sais pas, ce qu'il faut que j'apprenne, et il faut que j'apprenne ça, sinon je ne vais pas y arriver. Non. Quand ça se passe comme ça, il faut regarder, OK, qu'est-ce que je sais? Quels sont mes atouts? Et qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre et de développer pour y arriver? Mm. Et donc, petit à petit, on arrête de regarder de ce côté-là, on s'appuie sur ses forces et on rajoute les briques qui nous manquent pour pouvoir le faire. Mm. Il y a ce phénomène-là aussi quand on postule. Moi, je postule, je n'attends pas 100% de cocher toutes les cases. Moi, j'ai postulé à des trucs, j'avais pas tout. Mais je me disais, je vais y aller, je sais que je peux le faire. Ça je le sais. Maintenant, il faut que je convainque l'autre qu'il sache que je sais qu'il sait que nous savons. Donc, non, il ne faut pas attendre déjà que tout soit parfait de 1. Et puis, ce syndrome de l'imposteur, là, ça se travaille. Ça se Mm. travaille vraiment. Et ça arrive de temps en temps, même dans des domaines personnels. Enfin, moi, j'aime beaucoup la musique, donc je pratique un instrument depuis quelques temps. Et c'est pareil, quand on m'a dit, il y a un spectacle, j'ai dit, oh mon Dieu, je ne vais pas y arriver. Il y a trop de choses que je ne connais pas, tout ça. Et pareil, de temps en temps, donc c'est une formation en continu. Quand on a un enjeu, quand on voit qu'on a une difficulté, il faut verbaliser de quoi il s'agit et il faut aller chercher des informations. Mm. Aujourd'hui, on a du contenu, on a des informations. Et quand on sait de quoi il s'agit, on s'est dit, OK, donc je vais vraiment travailler le regard. Je vais regarder qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je maîtrise et qu'est-ce qu'il me reste à faire en plus. Et Mm. troisièmement, j'avais vu une vidéo de Barack Obama sur Instagram. En fait, il disait, moi, président, enfin, j'ai assisté à pas mal de conférences, etc., avec d'autres présidents de la République. Et cette histoire de prendre sa place, on se dit qu'il faut avoir des compétences, il faut être extraordinaire. Il dit non. Moi, j'ai vu des présidents brillants et d'autres, c'était quand même problématique. Donc, en réalité, c'est vous qui définissez. Si vous voulez prendre votre, vous la prenez. Parce Ouais. qu'il y a là, on pense que quand on arrive, et puis j'ai fait de l'audit, donc l'audit c'était avec les restitutions auprès de top managers, de profils vraiment seniors. Donc j'ai assisté quand même à pas mal de meetings et je continue avec des personnes qui sont assez haut placées au niveau des instituts, des banques. Et souvent, je me dis, non, on se dit que c'est des gens géniaux, des gens superbes, mais quelquefois, on peut s'interroger, voilà, sur Mm. les choix qui sont faits, c'est inattendu par rapport à la position qu'ils ont. Donc, Mm. vraiment, avoir confiance en ce qu'on sait et savoir on est légitime là où on veut aller, si tant est qu'on comprenne, voilà, où est-ce que je veux aller et qu'est-ce qui me manquerait, entre Ouais. guillemets. Après, il ne manque rien. Il faut d'abord même aller et après, vous bâtissez ensuite. Ouais. Parfois, c'est juste ça. Ce Donc, travail d'introspection et de recul, en fait, qu'il faut avoir par rapport à nos expériences, nos capacités, vraiment, c'est un excellent conseil. Un excellent conseil. Et puis, je ne fais que reprendre aussi les mots de certaines personnes dans le chat. Excellente vision du syndrome de l'imposteur, voir les choses sous un autre angle. Angèle qui nous dit aussi, je me retrouve dans tes mots, j'adore. Voilà. Donc, bon, bah, écoute, je pense que c'est un conseil à prendre et à garder. Hein. Donc, on va passer un petit peu à un peu ton expérience, comment dire ça tes projets professionnels, ta vie professionnelle, ta vie privée, ta vie personnelle, plutôt, on va plutôt dire ça. Comment tu arrives à allier les deux? Et est-ce que tu as des projets qui te tiennent à cœur? Je sais que déjà, tu as un projet qui te tient vraiment à cœur et ça fait 10 ans déjà que tu mènes ce projet à bien. Déjà, comment tu arrives à allier ta vie professionnelle, sachant que tu es une maman,
de 3 enfants, c'est ça? Et que tu es Deux, mariée, le couple. mm. Et puis, voilà, comment tu arrives à allier vie professionnelle, vie, personnelle, surtout à ton niveau, de parcours, voilà. Alors, comment j'arrive à faire coexister, à vivre, moi je dis souvent vivre toute mes vies dans une vie. Euh, je pense que déjà, je reviens toujours au connais-toi toi-même. Donc moi, je sais que le travail, donc j'ai un peu, j'ai une stratégie de carrière au niveau de mon travail. Je sais où je vais aller, je sais ce que j'ai envie de faire et je reste ouverte. Hein, pour autant, voilà, je reste ouverte à, OK, quelles sont les opportunités que je peux avoir. Je ne suis pas fermée, donc il ne faut pas être rigide, mais il faut quand même avoir quelques principes, une ligne directrice. Ensuite, pour allier tout ça, donc il y a le travail, il y a donc ma vie, mon association, donc qui s'appelle AAE, African Art Everywhere. Donc c'est une association qui propose des produits d'art déco accessoires d'Afrique. Pourquoi j'ai monté cette association? Parce que quand je suis arrivée en France, j'ai constaté le regard qu'on avait vis-à-vis des gens qui viennent d'Afrique. Donc vis-à-vis de moi, je percevais quand même des stéréotypes négatifs par rapport à mes origines. Et puis, je voyais aussi un manque. C'est-à-dire, moi, j'aime beaucoup l'artisanat, j'aime beaucoup l'art. Mon père a beaucoup voyagé, donc il ramenait des objets de ses voyages. Et ici, je ne retrouvais pas d'endroit où je pouvais aussi acheter, où je pouvais me retrouver dans des objets de ce type-là. Et puis, je voulais également montrer la qualité de ce qu'on peut produire. Donc, j'ai créé AAE pour ça, pour mettre en valeur la qualité des produits que nous faisons, dans une démarche éthique aussi, puisque nous travaillons avec des associations qui vont autonomiser les femmes dans les métiers de l'artisanat, et dans une démarche de solidarité, parce que 10% de tout ce que nous vendons permet de financer des bourses d'études. Ça ramène Mmh. à l'histoire du début. Moi, j'ai eu une bourse, je n'ai pas fait de dossier, rien, et l'analyse que j'en retire, c'est voilà, on peut avoir le talent, mais pas les opportunités. Donc moi, mon objectif, c'est d'être une source d'opportunités pour d'autres personnes. Mmh. Et donc, il y a déjà, donc, quand je donne tous ces détails parce que il faut avoir vraiment des motivations profondes à explorer ces différentes vies. Quand on sait pourquoi on le fait, on va trouver le temps pour le faire. J'ai parlé de la musique aussi. Moi, j'aime beaucoup la musique. C'est quelque chose qui est très important. Et je l'ai découvert, voilà, quand j'ai passé un moment, je passais énormément de temps au travail et je devais renoncer à différentes choses. Donc, je ne sais pas renoncer à la famille, ce sera renoncer à mes activités en dehors de tout ça. Donc, je me suis rendu compte que non, en fait, j'ai besoin de tout ça dans mon quotidien pour être épanouie au travail. Donc, Mmh. toutes ces multiples, toutes ces vies, il y a une raison, une motivation intrinsèque, personnelle, qui fait que c'est en moi et j'ai besoin de le faire. Donc, quand on a besoin de faire quelque chose, on va trouver le temps pour le faire. Deuxièmement, je ne suis pas seule. Comme je vous disais quand on préparait un peu l'entretien, j'avais suivi une interview. Parce que même ces questions-là, je me les suis posées parce que je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça, mais voilà la maternité, comment les autres font? Je ne suis Mmh. pas la première mère, pareil. Je suis allée regarder comment les autres qui sont à ces niveaux de responsabilité, comment elles font pour s'en sortir, entre guillemets, parce que c'est compliqué, trop de choses. Et donc, j'avais suivi une interview d'une membre du COMEX d'une grande banque française qui disait il y a 3 choses qui sont importantes pour réussir une carrière ou pour s'épanouir, c'est bien choisir son mari, bien choisir sa nounou et bien choisir son manager. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est pour dire que le conjoint, la conjointe, c'est quelqu'un qui, faut avoir la chance, parce qu'on peut choisir, mais la vie fait que, voilà. Ouais. Mais le souhait, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui comprenne qu'on ait besoin de ces différentes choses et qui nous accompagne. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il est d'accord avec tous nos choix. Hein. Parfois, c'est mais pourquoi? Parce que je sens que c'est ce que je dois faire et que vraiment j'ai la conviction que je sais par là. Ok, je te suis parce que je suis avec toi, mais moi, mon avis, c'est celui-là, mais je te suis dans tes choix. Donc, pour vivre toutes ces vies-là, il faut du soutien. Il faut le Ouais. soutien de la famille, le soutien du conjoint, de la conjointe. Et puis, il faut, voilà ce que je disais tout à l'heure, faut que ce soit clair pourquoi on fait les choses, parce que sinon, après, on arrête rapidement. En fait.
Si on n'a pas le pourquoi, et je vois aussi île d'activité déléguée, ça c'est Ouais, aussi un autre axe. Délégué, une fois que là j'ai parlé de l'association par exemple, mais je ne peux pas, on ne peut pas tout faire dans l'association seul. Donc parfois il faut faire appel à des professionnels pour des sujets bien précis parce qu'on n'aura pas le. Il n'y a que 24 heures dans une journée ouais. malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Mais oui, c'est clairement des options à explorer pour pouvoir s'épanouir dans les choses qui sont importantes pour nous. Mmh, Donc, mmh. voilà. Merci beaucoup pour ces conseils. Alors, on est sur la fin là, donc moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est, quel est le message que tu donnerais à ton toi d'il y a 10 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de poursuivre, de persévérer, qu'elle a raison de croire que, euh, comment dire, capitaliser sur elle-même d'abord, investir en elle, c'est important. Quand Mmh, on investit en soi, c'est le meilleur investissement. Donc, je lui dirais de persévérer, qu'elle est sur la bonne voie. d'accord. Ensuite, bah, on est tous avides de conseils, donc pour, celles et ceux qui nous écoutent et certainement peut-être rêvent, d'un parcours comme le tien, quel est le conseil, le dernier mot, quel conseil tu donnerais? Alors, le conseil que je donnerais, c'est le connais-toi toi-même. En deux, il faut se former. Une fois qu'on sait où on va aller, il faut se former, se donner les moyens. En trois, il faut communiquer. Communiquer, personal branding, il faut communiquer. Personal branding, ce n'est pas manquer d'humilité ou toutes ces choses-là. Non, il faut. On est notre meilleur ambassadeur. Donc, il faut communiquer. Il faut commencer déjà avec son profil LinkedIn. Je pense que si je n'avais pas mon LinkedIn, etc., c'est sur Internet que vous m'avez trouvé. Oui, c'est sur LinkedIn qu'on t'a trouvé. Oui, oui, oui. On ne se connaissait pas. Donc, il faut Ouais. déjà soigner son image et communiquer. En entreprise, il faut communiquer. Quand on a envie de. On a des aspirations, on veut faire telle ou telle typologie d'activité, il faut communiquer, trouver un conseil, un élément que j'avais trouvé très bien d'un ancien manager, c'est de trouver des mentors. Ouais. C'est de trouver les mentors. Euh, Parce que c'est des gens des personnes, en fait, si vous avez envie d'aller d'avoir un poste en particulier, essayez de vous rapprocher de gens qui font déjà, qui ont déjà ce poste, des gens qui vous ressemblent dans le sens de, voilà, des mamans, comment elles font, parce qu'on apprend aussi de ceux qui sont, de ceux qui ont déjà fait. Euh, L'expérience, ça compte. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent à 3 ans, ils sont experts. Soit, mais il y a quand même l'ancienneté et cette expérience-là qui est importante à aller chercher. Et je vais accentuer le troisième point sur la communication parce que si on ne dit pas où on veut aller, si on ne partage pas ses aspirations, ce sera difficile d'avancer. Et il Mmh. faut voir aussi qu'en fait, les règles de l'entreprise, il faut les maîtriser. Pour évoluer en entreprise, c'est pas forcément je vais travailler, je vais tout donner, je serai à fond et puis on va voir que mon travail, on va se rendre compte de la qualité de mon travail. Non, c'est un prérequis. C'est bien de bien travailler, c'est important même, mais ça ne fait pas tout. Donc, il faut parler de ce que vous faites, il faut être visible, il faut parler aux bonnes personnes, il faut cartographier dans l'entreprise. Voilà, il faut avoir son propre elevator pitch. De OK, si je suis avec le N+4, ça arrive. Non, mais franchement, moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans le même ascenseur qu'un senior manager ou voilà, un associé, ça arrive. Donc, il faut être prêt à avoir un discours ou à poser des questions. La pertinence est souvent parfois dans les questions, à Mmh. poser des questions qui font que la personne se dise ah c'est intéressant ça j'aimerais bien continuer de discuter avec toi et avoir ton point de vue sur la question et ça c'est quelque chose qui m'est arrivé qui m'a permis après de voilà d'arriver à ça plus d'autres choses hein, le travail la communication les résultats d'entrer dans des programmes talents, voilà, du coup, on a accès à une typologie de poste, etc. Donc, si on ne communique pas, si on n'est pas visible et si on se dit je suis bonne élève, je travaille bien, tout le monde va le voir, ça ne marche pas.
Donc, Ouais. vraiment, en synthèse, c'est vrai, j'ai dit beaucoup de choses. Hein, Non, non, le personal branding, de toute manière, en fait, en résumant, c'est le personal branding, mais tu as voilà, expliqué quelles sont les étapes, qu'est-ce qui fait le personal branding. Donc, tu as bien voilà, expliqué qu'il fallait se mettre en avant, et c'est pas forcément, comme tu l'as dit, être arrogant, c'est montrer ses compétences, c'est-à-dire expliquer, voilà, tout à fait. Il n'y a aucune arrogance à le faire, justement. Donc, c'est tout ça qui fait partie du personal branding. Tu l'as très, très bien expliqué. Des gens qui sont par exemple, comme tu l'as dit, tu as des mentors, et ils vont être là pour, euh, pour pouvoir te mettre en avant également, puisque ce sont tes mentors. Et s'il y a un poste qui se libère où toi, tu veux accéder à ce poste-là, ils seront les premiers justement à être tes cheerleaders, comme on dit. Donc, exactement. effectivement, c'est des codes à comprendre et tu l'as très bien expliqué. Voilà. Donc, on comprend pourquoi aujourd'hui, tu es là où tu es. Hein. Il y a pas de, comment dire ça, il n'y a pas de mystère en fait. Tu vois, parce que souvent, moi, je crois qu'on se demande, ah, mais comment la personne est arrivée à ce stade-là et a réussi à obtenir ce poste-là. Bah, c'est une stratégie. Et tu l'as très bien expliqué que depuis le départ, tu avais une stratégie. Et malgré peut-être des fois les difficultés de la vie ou d'autres choses, eh ben, tu as réussi à garder le cap en fait. Tu vois, Tout tu à as fait. réussi à vraiment le garder le cap. Donc, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Là, il y a des questions, donc on va passer aux questions. Merci beaucoup, Yvonne. Donc, on va passer aux questions. Je vous laisse Euh, tout de suite à Mehdi. Hélène, est-ce Oui, que je vas-y. pourrais, comme je Bien suis sûr, là, vas-y, je t'en prie. commencer avec une première question, je me permets. Oui, Vu vas-y. que Yvonne est avec nous, je pense que c'est une belle occasion d'en profiter pour lui poser cette question. Donc, Yvonne, tu disais que ça faisait 14 ans que tu travaillais dans le monde de la tech. Oui, Et en fait, j'ai entendu que voilà, que tu as travaillé sur des projets de big data, donc avec énormément de données, que tu accompagnes les entreprises dans la transformation de leur tech, c'est d'accord? Et donc, oui. j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu ta vision du monde de la tech, du monde de la data. Euh, Comment ça a évolué? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et qu'est-ce que tu vois qui va arriver? Parce que je sais que dans les personnes présentes, il y a des personnes qui ont envie de travailler dans ce domaine-là ou qui sont déjà dans le domaine-là, qui viennent de se reconvertir dans ce domaine-là. Et avoir le retour de personnes qui sont à l'intérieur, eh bien, c'est des choses qui sont difficilement accessibles quand on démarre. Et donc, ça peut être une belle occasion de mieux Mm. comprendre tout cela. Alors, moi, j'observe que les métiers de la tech ont beaucoup d'avenir. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'IA qui va tuer, ça va tuer le développement, ça va tuer. Moi, je ne pense pas. Parce qu'à la fin des fins, tout nous ramène toujours quand même à cette notion d'humain augmenté dont je parlais. Donc, il y a toujours l'humain dedans. Et il y a de plus en plus comment dire, les métiers évoluent, le business évolue. Donc, moi, en cabinet de conseil, on a toujours des besoins, on a toujours des demandes. Et ce que j'observe, donc, c'est qu'il y a du travail. Il y a du travail. Il y a notamment eu un boom assez récemment sur la data, tous les métiers de la data, data analyst, data scientist, data engineer. Il y a eu un gros boom sur ce sujet. Et puis là, l'IA, je crois que l'IA est partout. Mais à la fin des fins, ce que moi je peux dire, c'est que c'est un métier qui est en perpétuelle mutation. Ça change énormément. Et donc, il faut s'adapter. C'est un métier où il y a de la demande, donc, comme je disais. Donc, vous qui souhaitez venir dans la tech, il y a de la place. Enfin, vous pouvez trouver votre place. Vous pouvez trouver, en fonction de votre background, vous pouvez vous greffer à cette chaîne parce que c'est quand même un écosystème qui est assez large. Ensuite, il faut être prêt à s'adapter. Donc, il faut être prêt en fonction des nouvelles technologies, en fonction des nouveaux paradigmes, comment on va traiter la donnée, l'IA qui intervient, les interfaces homme-machine, comment on peut, voilà, on parle maintenant, on a des chatbots, peut-être qu'on aura des hologrammes, enfin, il y a des choses qu'on voyait dans des films de science-fiction. Moi, personnellement, j'ai toujours voulu travailler sur des interactions homme-machine hors du clavier et Ok, du je vois. téléphone, donc vraiment encore autre chose. Donc vous voyez que même moi, Allez, je suis dans le futur, donc ouais, complètement. tout en restant dans le présent parce que la grande majorité c'est ça, mais il y a de plus en plus voilà toute la robotique. Enfin, c'est tellement vaste que il y a de la place à prendre et il y a quand même il y a un monde en mutation, donc il faut toujours rester à l'écoute de
quelles sont les nouvelles tendances et comment je peux les appliquer à mon écosystème. Donc, c'est un peu ce que je pourrais dire des différentes évolutions. Je dirais aussi, comme sur la partie, la place de l'IA, il y en a de plus en plus. Nous, on intègre, en tout cas en cabinet, notre travail, c'est aussi d'expérimenter des use cases qu'on propose à des clients. Donc, on analyse, on fait des diagnostics sur leur processus, donc que ce soit fonction finance, fonction RH aussi, fonction risque, comment l'IA peut leur permettre de devenir, voilà, de devenir cet aspect humain augmenté dont je parlais. Donc, nous, on est aussi dans cette R&D-là, en cabinet, pour accompagner les entreprises et leur donner de la perspective sur comment l'IA peut transformer. Donc, on essaie d'être un peu en avance sur comment on peut, en fait, la démarche, c'est ça. Il y a les fast followers, les early adopters. On essaie vraiment on a des cabinets, un incubateur au sein du cabinet sur lequel on travaille sur les tendances pour les réinjecter dans l'écosystème actuel et montrer que voilà, vous pouvez aller encore plus loin. Donc c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ta question. Ouais. Merci beaucoup pour ta vision, c'est hyper intéressant. Ouais. Il y a Elvira qui a une question. Tout à l'heure, tu as parlé de mentor. Donc, elle demande comment on choisit un mentor. Est-ce que tu as des conseils à lui donner? Alors, pour choisir un mentor, moi, une des mentors que j'avais choisi, je l'avais choisi parce que c'est quelqu'un qui m'avait... Alors, je faisais une présentation en plénière, j'ai parlé de mon sujet, ça s'était bien passé, ensuite je suis partie. Et elle est venue, elle avait une présentation à faire et elle m'avait rappelé, m'a dit, Yvonne, j'ai trouvé que c'était intéressant ce que tu as partagé, est-ce que tu peux nous faire un retour là-dessus? Là, le signal que ça m'avait envoyé, c'est, voilà quelqu'un qui m'appellera, ou en tout cas, qui voit ce que je peux faire et tout de suite, qui va matcher avec des opportunités qui pourraient me correspondre. Donc, c'est quelqu'un qui élève, enfin, qui est en mesure de me faire passer un step au-dessus. C'est des événements un peu, voilà, analysés comme ça, simple. Le mentor, c'est quelqu'un qui déjà, comme je disais tout à l'heure, il faut quand même vouloir ressembler à ce mentor, que ce soit sur la typologie de poste qu'elle occupe, sur peut-être son style de leadership. Il faut qu'il y ait un intérêt à s'associer à ce mentor-là. Si c'est quelqu'un qui vous déplaît vraiment, mais qui a un poste important, etc., il faut quand même, c'est pas bon. Il faut quelqu'un avec qui on se dit, OK, collaborer avec cette personne, déjà c'est agréable pour différentes raisons. Et aussi, je m'identifie, c'est quelqu'un qui est arrivé là où je souhaite arriver, en fait. Ça, c'est le premier point. Ensuite, si on a l'opportunité, comme moi, j'avais pu spotter que, mais en fait, il s'est passé quelque chose là. Elle m'a rappelé directement pour me dire, viens, ta présentation était superbe, qu'est-ce que tu peux nous partager sur tel sujet? J'ai dit, oui, ça c'est quelqu'un qui va m'appeler parce que qui va passer de mentor à sponsor. Parce qu'un sponsor, c'est quelqu'un qui va vraiment faire le move de, OK, moi je veux que ce soit Yvonne qui soit là, je sais qu'elle peut le faire. Voilà. Et le mentor, il te prépare un peu à, OK, si tu veux arriver à faire ce que je fais, voilà ce que moi j'observe de ta façon de gérer telle ou telle chose, je te propose plutôt t'orienter vers ça, pour pouvoir arriver à ça. Et le sponsor, lui qui fait Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a coaching, mentor et sponsor. Ouais. Il y a les trois, il y a le coach, le mentor et le sponsor. Et effectivement, le sponsor, c'est voilà, celui qui va parler pour toi, en fait. Voilà, c'est là où il y a une différence. C'est cette personne-là qui fera la différence pour toi en entreprise, en fait. Parce que ton mentor, il n'est pas forcément dans ton entreprise. Voilà, donc c'est ça la grosse différence. Voilà. Donc le mentor, ça peut être quelqu'un qui est dans ton entourage ou pas forcément, mais bon voilà, qui n'est pas forcément dans l'entreprise. Et donc c'est ça la différence entre le mentor et le sponsor aussi. Voilà. Et ça, toutes ces différences-là, c'est quelque chose que j'avais appris aussi en formation. C'est pour ça que tout revient toujours à il faut se former, il faut comprendre. Et quand on est dans des entreprises, j'avais eu la chance justement de faire cette formation parce que mon entreprise, via ses programmes de leadership, etc., on a accès à ce type de formation. Donc, ça a permis vraiment pour moi de me dire, OK, donc le mentor, c'est ça, le sponsor, c'est ça. Et pouvoir identifier pour sa trajectoire de carrière qui pourra jouer ce rôle-là ou pas. Exactement. Voilà.
Je ne Ouais. sais pas si Donc ça oui, répond c'est à important de comprendre les codes. Ouais, c'est hyper important de comprendre les codes et justement, tu l'as très bien expliqué, et tout au long de ton parcours, on a vu vraiment que tu as compris les codes pour pouvoir, toi, t'élever en fait, dans l'entreprise. Donc elle dit: «Le sponsor, quel est son rôle?» Bah, en fait, c'est quelqu'un qui va parler de toi, en fait, justement. Par exemple, quand il y a un poste qui va se libérer, dans l'entreprise, bah, le sponsor, c'est la personne qui va parler en bien de toi, de tes compétences et cetera. Donc c'est généralement quelqu'un dans l'entreprise avec qui tu t'entends bien déjà, avec qui tu as des liens, mais c'est pas forcément ton mentor. C'est ce qu'on expliquait. C'était C'est quelqu'un l'alliance. avec qui peut-être tu as déjà travaillé, Oui, c'est quelqu'un peut-être d'un autre département, voilà, mais avec qui, ben, comme tu as été chef de projet, tu vois, tu as peut-être, comme elle l'a dit, Yvonne, elle a peut-être travaillé avec, différentes personnes ou des personnes du leadership, mais qui sont pas forcément dans ton département et donc avec qui tu as créé des liens et si demain, en fait, il y a un poste qui se libère, bah, cette personne-là, elle sera à même de parler en bien de toi, de tes compétences et cetera. De tes soft skills aussi, parce que c'est aussi ça, c'est important. On n'en oui, parle pas, souvent, mais Yvonne aussi, tu l'as mentionné, c'est, savoir parler de soi, savoir, se créer les opportunités et cetera. Voilà, ça aussi, c'est très important. Donc, et en complément de ça, ce qui est important aussi, c'est la relation. C'est-à-dire, une fois qu'on a identifié son mentor, son sponsor, faut pas juste venir en mode il y a ce poste-là, est-ce que tu peux m'aider? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut développer son réseau et dans développer son réseau, c'est vraiment développer des relations avec les gens. C'est ouais, pas en mode, c'est pas je suis intéressée, donc il faut à tout prix que je parle à cette personne parce que mon intérêt, il est à tel endroit. Non, parfois c'est simplement d'échanger avec la personne parce qu'encore une fois, il y a une affinité sur différents aspects et de garder le lien. Les choses ne se font pas aussi toutes seules automatiquement. Les ouais, déjeuners, participer de temps en temps peut-être à je parlais des plénières, des séminaires. Enfin, il faut que ces moments-là, je sais qu'il y a beaucoup qui disent non, ça ne m'intéresse pas, me retrouver avec tous les autres, etc. Non, en fait, il faut faire cet effort-là d'établir des relations durables et des relations saines. mmh, Aujourd'hui, je suis dans le conseil et je n'ai pas de difficulté à aller voir mes anciens collègues parce qu'on avait une relation qui était saine et à leur parler de ma nouvelle activité, de sorte que qu'il y ait, quand on veut un village, il faut accepter des villageois. mmh, Je ne sais pas exactement ce qui est derrière cette, qui est derrière cette phrase, mais pour terminer mon propos, c'est voilà, il faut connaître les codes de l'entreprise et il faut savoir voilà, comment se positionner par rapport à ça pour arriver à ses objectifs, mmh, 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 mmh. tout Très bien. simplement. Peut-être Bon, Oscar Michel voulait dire de oui, cette je façon. pense que c'était ça. Bon, je crois qu'il y a plus de questions, et on a déjà dépassé, de 10 bonnes minutes, notre live. Donc, bah, franchement, Yvonne, merci énormément, pour avoir accepté déjà, cette entrevue. C'était, très intéressant, très passionnant, et je te remercie d'avoir accepté, de parler un peu plus de toi. Parce que juste avoir un profil partagé, je pense que c'est pas assez. Et il était évident, par rapport aux likes que tu as eu, aux commentaires, qu'il fallait faire beaucoup plus que ça et justement t'inviter on stage, comme on dit, et puis discuter de façon beaucoup plus deep, plus détaillée, et aussi parler de ta personnalité parce que derrière un profil, bah, il y a aussi la personnalité, la personne, et c'est hyper important de comprendre qui est cette personne. Et c'est pas que le parcours professionnel. Merci encore d'avoir accepté notre demande. Et puis merci à toi, Amédi, pour le côté technique. Je pense que ça nous a beaucoup aidé. Et Avec plaisir. alors pour l'audience, ce qu'on fera, c'est que normalement, on vous enverra un email avec aussi des informations complémentaires par rapport au métier que Yvonne a mentionné durant cette conversation. Amédi se fera le plaisir d'envoyer, de nous transmettre quelques informations pour que vous puissiez en savoir un peu plus sur comment accéder à ces métiers, quelles sont les compétences et les appétences pour ces métiers, et quel est le parcours peut-être même traditionnel ou pas forcément traditionnel pour accéder à ces métiers. Donc merci beaucoup à vous tous et à vous toutes d'abord et à vous tous.
Et puis, on se retrouve bientôt pour un autre webinaire. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup. Au Merci à revoir. toi aussi, Hélène, pour Au revoir. avoir animé tout ça. Merci, Joël aussi. Exactement. Merci Hélène. Merci à Merci toutes les deux. beaucoup. Et Au merci revoir. à ceux Bonne qui ont soirée, à participé. bientôt. Au revoir.